Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous qui êtes fidèles à ce programme, le décryptage hebdomadaire avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican que j'installe d'ailleurs. Bonsoir à vous Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Pour ceux-là qui ne nous suivent qu'aujourd'hui, l'exercice il est simple. Nous faisons un peu le tour d'horizon ou le tour des différents plateaux de Dimanche c'est politique avant d'enchaîner peut-être avec d'autres actualités avec notre consultant politique. Aujourd'hui, à Agapit Napoléon Maforican, nous avons eu une matinée plus ou moins particulière avec deux entretiens. Le premier qui recevait Dr François Alonso, membre fondateur du parti Union Progressiste Le Renouveau, qui a un peu, je vais dire, rassuré de la parfaite cohabitation des anciens militants du PRD avec ceux-là qui les ont dévancés peut-être dans l'UP Le Renouveau. Et le second invité du jour, Alain Adibou de la FCBE. Vous avez suivi évidemment ces différents plateaux. Avis général, je vais dire impression générale. D'abord, lorsqu'on parle de membre fondateur, moi, ça me pose un problème. Pour moi, il n'y a pas eu un nouveau parti. Et donc, ça me permet en même temps de régler la question de la polémique sur le récépissé. Oui, le récépissé. Il n'y a pas de nouveau parti. Il y a deux partis reconnus. L'un a fondu dans l'autre, l'un a fusionné avec l'autre. Enfin, il y a eu fusion entre les deux partis. Mais comme je l'ai expliqué il y a une semaine, l'un a avalé l'autre. Donc, il n'y a pas un nouveau parti. Donc, quand même, membre fondateur de, non, ancien membre du PRD, membre de l'Union progressiste, Le Renouveau, je peux comprendre. Mais membre fondateur, je pense que c'est de faire plaisir, c'est une manière de faire plaisir à... Peut-être c'est une exigence de la charte? Non, 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 non. Ou des statuts du parti? Non, l'UP, devenant l'UP Le Renouveau, a connu une mutation en avalant le PRD et en retouchant son logo, sa dénomination. Mais ce n'est pas un nouveau parti. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ancien parti, mais c'est l'ancien parti corrigé, l'ancien parti complété, l'ancien parti remodelé. Mais ce n'est pas un nouveau parti. En fait, c'est le nouveau nom de l'ancien parti. C'est pour ça que le contrôle qui devrait être fait par les services du ministère de l'Intérieur n'a pas été long. Parce qu'il y a eu une polémique qui n'a pas été suffisamment explicitée. Oh, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Le principe, c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer pour que les gens comprennent. Le PRD, c'est un parti reconnu. L'UP était un parti reconnu. Les deux fusionnent. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une enquête sur tous ces membres-là. Il y a déjà eu des enquêtes qui ont été faites par les services du ministère de l'Intérieur. Dès lors, la fusion ne crée pas un nouveau parti, mais crée une nouvelle dynamique. Alors, la fusion aurait créé un nouveau parti s'il changeait totalement de nom, de logo. Si le baobab disparaissait, si la couleur jaune disparaissait, si la dénomination même n'est plus UP, c'est peut-être demain l'avenir, par exemple. Donc, c'est un nouveau parti. Mais lorsque quelqu'un garde sa substance, son substrat, et on rajoute, on peut même dire que c'est un nouveau parti. Donc, pour moi, première chose, le docteur Alonso n'est pas membre fondateur de l'UP Le Renouveau. C'est membre de l'UP Le Renouveau. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il a participé donc à cette fusion. Maintenant, si le ministère dit que c'est membre fondateur, bon, on prendra acte. Mais en disant, c'est des agrucies, ce serait quelque chose de... Bon, ça ne change rien non plus. Non, ça change parce que, vous savez, ça change du point de vue scientifique. Ça change. On ne peut pas se contenter que de rafistoler. On doit apprendre à être exigeant dans l'analyse. Et en la matière, il faudrait vraiment qu'on sache, et moi je le dis, je veux qu'on me demande, et que nous fassions le débat, ou que le débat se fasse ailleurs, mais qu'au moins, qu'il y ait débat sur la question. Pour moi, il n'y a pas un nouveau parti. D'accord. L'UP a connu des mutations, et a pris acte des mutations, parce qu'elle est obligée de signaler. Même une association simple, qui connaît des mutations, doit l'informer le ministère de l'Intérieur. Donc, et doit recevoir acte. Même le silence du ministère est un acte. Donc, comme dirait l'autre, qui le dit mot, consent. Donc, en la matière, je pense que le docteur était... C'est bon de clarifier ça. Bien sûr. Et peut-être d'ouvrir le débat s'il y en a qui veulent contester ou apporter d'autres types de clarifications. Je ne dis pas que c'est la science infuse. Cela dit, oui, la matière a été intéressante parce que, bon, c'est vrai que, bon, avec le docteur Monsou, disons que, bon, on a eu l'impression
c'était pas extraordinaire, c'était pas... Peut-être déjà entendu. Ouais, disons qu'il m'avait l'air un peu fatigué, un peu poussé vers la rhétorique. Je pense que le PRD en a de mieux. Le docteur sait aussi avoir du punch. Je l'ai eu sur d'autres plans. Il est même déjà passé par ici une fois. Beaucoup mieux, avec beaucoup plus du tonus. Apparemment, c'est pas son jour. On peut le dire. On va placer ça sur ce coup. Je l'ai eu sur d'autres plateaux. Absolument, oui, c'est vrai. Donc, on peut dire que c'est pas son jour. Mais bon, il y a des jours sans comme ça. Rien de particulier. Oui, bon, qui garde de bonnes relations avec ceux qui sont partis ou pas, mais ça, bon, en politique, tout change. Et tout va très vite. Leurs relations seront aussi bonnes tant qu'il n'y ait pas encore de conflit autour du partage de quelque chose. Si on demande, on positionne qui a tel... c'est la confession de l'Église. C'est là que la commence, voilà. Pour le moment, on n'est pas encore là, donc c'est logique. C'est leurs anciens camarades qui ont vu peut-être plus juste que... Plutôt que. Plus vite. Mais eux, ils ont négocié leur arrivée. C'est la différence peut-être. Ils ont négocié leur arrivée. Donc, ils arrivent en partenaire. Ils arrivent en partenaire, un parti reconnu, qui dit, bon, ok, je me saborde et j'adhère avec mes militants à temps. Et donc, ils sont un peu comme en territoire conquis, comme les autres sont plutôt venus sur la pointe des pieds. Voilà la petite différence. Mais après, c'est le casting, lors des castings qu'on sera qui est ami, qui n'est pas ami. Donc, globalement, pas grand-chose à garder de cette entrevue. Deuxième entretien, donc. De cet entretien. Bon, le deuxième, c'est un peu aussi déjà entendu, avec le professeur... L'ancien ministre. Le ministre Alain Diou. Toujours méthodique, pédagogue, explicatif. Voilà, un peu... Moi, je trouve que Alain Diou, honnêtement, je ferai un très bon analyse de plateau. Honnêtement... peut-être un conseil un chef de mission, quelque part, ancien ministre. Il a du contenu. La FCB le positionne peut-être exprès. Il est président de l'école de journalisme. C'est bon, il est bien à ce poste, à l'école du parti. Mais je pense qu'il est compatible. Je le vois compatible avec tous les systèmes partisans. Il serait à l'aise à l'UP, il serait à l'aise à OBR, il serait à l'aise à Moël, il serait à l'aise partout. Il est centré. C'est un homme du centre, en fait. C'est un homme du centre, un peu humaniste, du centre, un peu social-démocrate, quoi. La social-démocratie, c'est un peu ça. Vous l'analysez un peu comme ça, et il équilibre. L'équilibre, pas pour plaire, mais c'est le personnage, parce que c'est un peu constant en lui depuis du temps. Ce qui est peut-être, étant FCBE, il a été le langage du FCBE, ils sont radicalement opposés à Patrice Talon. Pas radical, mais au même moment, je retiens en fait de son entrevue, de son intervention. Et c'est ça qui fait le FCBE, les FCBE. Et c'est ça, ce qu'un parti politique doit pouvoir être. Il dit, dès que la loi l'a dit, nous, on ne peut pas être d'accord avec la loi, on peut combattre la loi. Mais on respecte ce que la loi a dit. Absolument. On va combattre la loi et ça se fait au Parlement. Je pense que c'est toute l'éthique politique est là. Toute l'éthique politique. Et ça, c'est du Alain Diou. Et ça, c'est peut-être le FCBE qu'on peut classer au centre non-pouvoir. C'est-à-dire que, oui, c'est un parti d'opposition, mais un parti qui est conscient, c'est un parti de gouvernement, un peu comme pour paraphraser Macron. C'est un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti qui est prêt à exercer le pouvoir. Parce que simplement, ils épousent les idéaux d'une démarche institutionnelle politique. Est-ce que ce n'est pas justement cette démarche ou bien la manière d'épouser qui fait dire aux gens qui sont peut-être la cinquième roue, vous connaissez l'expression, la cinquième roue du enfin, le troisième parti, le troisième bloc de Patrice Talon, comme ils disent. Mais finalement, c'est quoi l'état du droit? L'état du droit est fondé sur le respect de la loi. La loi qui doit émaner d'un parlement régulièrement mis en place. Et quand vous faites le point, c'est ça que vous devrez. C'est le principe, c'est le minimum. Et l'article 34, 35 de la Constitution, les deux articles, ont été clairs là-dessus. Lorsque lundi, vous devez faire du respect de la Constitution, des lois et des règlements, le principe sacro-saint de la République. de la République. Donc,
respecter les lois est une obligation, c'est une exigence, c'est un impératif. Ce n'est pas optionnel. Mais respecter la loi ne veut pas dire ne pas combattre une loi. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Dirait l'autre. C'était notre devise. Oui. À le héros. Je ne sais pas si les jeunes l'ont changé. Il y a 30 ans, on avait mis ça. Hein? Je ne sais pas si c'est encore là. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. C'est ça le principe. La loi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Je me battrai pour qu'elle soit appliquée. Je me battrai pour qu'elle soit changée. Voilà. Parce que les médias l'ont été pendant longtemps. La loi 72 sur la liberté de la presse, avec les peines privatives de liberté. Hein? On l'a combattu. L'ordonnance de Zissou, de 69, a été combattue. Mais c'est resté en vigueur jusqu'en 2015. Donc, on ne peut pas dire la loi est mauvaise, je ne l'applique pas. Un individu ne décide pas d'appliquer ou de ne pas appliquer, ou de respecter ou de ne pas respecter. Si chacun doit respecter sa loi, il y aura une cacophonie. C'est ça qu'on appelle de l'anarchie. Et donc, et comme je vous l'ai dit sur plusieurs plateaux, si on me présente d'un côté l'anarchie, de l'autre la monarchie, je dirais que de toutes les façons, les deux sont des systèmes pires. Mais je prends la monarchie, parce qu'au moins il y a de l'ordre. D'accord. Alors, Agapit Napoléon Bafoué, quand Alain Andiou, aujourd'hui, même s'il n'a pas trop voulu insister, a quand même taclé un peu ses camarades des démocrates, du parti Les Démocrates. Donc, quand on lui a demandé, par exemple, pourquoi il n'y avait que le parti RLC presque poids-plume pour accepter la fusion, il a clairement dit que la troupe à Ondité, eh bien, n'est pas de l'opposition, même s'il est dans l'opposition. Quel commentaire vous faites très rapidement? Oui, mais d'abord, ce qu'on appelle poids-plume, pour moi, c'est disons, l'affirmation, mais péremptoire. Aujourd'hui, les prises de position de Irénée Agossa et de ses camarades participent de l'animation de la vie politique et permettent qu'on entende d'autres sons de cloche. Et donc déjà, ils font l'effort. On parle qu'ils ne sont pas plus. Les poids lourds sont où? Ils disent quoi? Mais s'ils ne disent rien, c'est qu'ils ne sont pas lourds. Donc pour moi, les démocrates, vous les prenez comme quel poids? Mais ils sont déjà allés à quelle élection, eux? Pour qu'on sache qui ils sont. Il ne s'agit pas de voir le nom de Yahi, vice-président d'honneur, pour dire, ils sont sûrs. Non, Yahi n'a qu'une voix. Yahi a été président de la République, c'est vrai. Mais bon, donc, c'est les populations même vont suivre la posture de l'ancien président de la République. Mais ce n'est pas ça qui fait l'élite, à mon humble avis. Irénée Agossa et le RLC font l'effort d'être présents. Ils répondent aux sollicitations des médias. Absolument. Ils prennent des initiatives. Bon, pour le moment, ils n'ont peut-être pas encore pu avoir l'attractivité nécessaire pour continuer ou bien pour peut-être prétendre à plus que ce qu'ils ont. Mais je pense qu'ils valident le modèle que nous avons. Ils participent au modèle, ils valident le modèle et ils ne le font pas dans le sens de la cinquième roue, de la carrosse comme beaucoup pensent. Et les classes, c'est que ceux qui les y-classent ne disent eux rien. Eux ils se taisent, ils critiquent les autres qui agissent. C'est les paresseux. Bon, vous travaillez pas. Certaines mesures. Attends, c'est quoi la paresse? Définition des mots, c'est pas une injure. C'est une définition, moi existe. C'est une qualificatif. Vous ne travaillez pas. Vous critiquez ceux qui travaillent. Dites que vous êtes des paresseux, c'est être gentil. Donc, pour moi, j'estime que Alain Andiou, en revenant un peu à cette question, a voulu régler la question même de l'appartenance à l'opposition. Parce que c'est aussi clair, comme il a dit, que les démocrates, le parti Les Démocrates, n'a pas encore fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition. N'a pas reçu l'onction des partis d'opposition. Mais ces autres classés, ils agissent dans l'opposition. Parce qu'on n'a pas besoin. Vous et moi, on peut créer notre activité, notre mouvement aujourd'hui et prendre des positions politiques sans être un parti politique. On va être un mouvement politique. Bien sûr. On peut créer notre parti politique en disant, nous n'allons pas aux élections, nous. Bon, on aura le mérite au moins de ne pas participer d'abord à deux échéances. Alors, à partir de 2026,
ne pas participer à 2 échéances électorales, ça fait déjà 10 ans. Ça peut nous permettre déjà d'exister. Donc, de faire passer nos idées, d'occuper le terrain, et peut-être de placer ça après, ou bien de nous ranger à côté d'un parti qui a l'onction pour aller. C'est aussi une manière de faire de la politique. Je peux dire, moi, je suis apparenté UP, le renouveau. Je ne fais pas acte d'adhésion à l'UP, le renouveau. Mais je suis apparenté, ça veut dire quoi? Je me retrouve dans l'idéologie UP, le renouveau, mais je veux garder ma liberté. Et donc, je reste moi-même, j'ai mon mouvement politique. Nous prenons position. Nous prenons position sur l'actualité. Nous manifestons peut-être aux côtés d'autres pour agir, pour passer des idées. Mais nous ne sommes pas encore membres d'un parti politique. Mais quand viendra le moment des élections, on peut faire une déclaration politique d'adhésion pour dire, ah, là, puisqu'il n'y a pas d'alliance et que nous, on n'est même pas parti politique, notre mouvement est un mouvement proche de l'UP. Nous faisons alors l'adhésion à l'UP si on a envie d'être candidat. Mais si on n'a pas envie d'être candidat, mais le mouvement continue d'exister. On peut dire, nous soutenons les candidats de l'UP sans être nous-mêmes candidats. On n'est pas tenu d'être candidat. Donc, voilà un peu, il y a la liberté pour tout le monde d'agir. Je pense que pour le moment, les démocrates peut-être se cherchent et se demandent, devront-ils faire acte d'appartenance à l'opposition ou alors devront-ils attendre 2023 ou 2026 pour d'abord se classer là où va le vent? Peut-être. Pour un parti qui se surestime, presque, je vais dire ça, c'est peut-être moi mon interprétation. Est-ce que ça ne pose pas de problème? Ce n'est pas le parti qui se surestime. C'est des médias. C'est les réseaux sociaux qui... La population aussi? La population ne se prononce pas. Nous ne sommes jamais encore prononcés sur les démocrates. Les populations ne se sont jamais encore prononcées sur les démocrates. Donc, on ne peut pas dire si les populations les surestiment ou pas. Ce qui les surestiment, c'est les médias. C'est vous et moi qui pensons qu'ils constituent une force importante et que les autres ne poids plus. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop de cette analyse-là, même si je me classe dans ça pour pouvoir dire que c'est le monde des médias, le monde des réseaux sociaux qui les classe ainsi. Mais je ne suis pas encore allé aux élections. On verra. Ce n'est que lors des élections qu'on vous classe. Ce n'est pas l'opinion qui vous classe. Même pas le sondage. Les sondages. C'est le score. Voilà, c'est le score. Voilà, pour finir rapidement avec nos entretiens de cette matinée, eh bien, l'intervention, ou plutôt l'opinion d'Alain Diouf sur le discours du chef de l'État, ça ne lui a pas trop plu, j'allais dire que le chef de l'État s'exprime ainsi en parlant de dérégulation de l'embauche au Bénin. C'est presque comme, je le cite pratiquement, hein, vos esclaves sont là, venez les surexploiter. Vous savez, on a quand j'écoutais Adio, comme je vous ai dit, Adio, s'il était un écrivain, il se retrouvait parmi les humanistes, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un qui va écrire, un peu comme je vous ai dit, un social-démocrate, un gars du centre-gauche, ou de la gauche démocratique, ou de la gauche chrétienne. Ouais, il y a de ces mouvements, vous le classez ainsi, et vous classez Patrice Talon où? C'est un homme d'affaires, c'est un industriel. C'est un entrepreneur, je veux dire. C'est un homme d'âme. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Lui, il a besoin d'atteindre certains résultats. Et il fait des choix. Il fait des choix. L'autre, lui, regarde l'humain. L'humain, on l'a fait sous la Révolution. L'humain. Mais s'il n'y a pas de ressources, comment l'humain va être pris en compte? Nous devons faire le compte d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Mais c'est l'humain qui crée la ressource aussi. Oui, mais si l'humain n'est pas canalisé pour produire, si l'humain est laissé à lui-même, si on met tout le pouvoir sur l'humain, si on donne tous les droits à l'humain, l'humain n'a pas le réflexe de s'auto-réguler. Donc il faut bien que le pouvoir existe pour réguler l'humain. Et dans tous les secteurs, même à l'église, l'humain est régulé. Les confessions que vous êtes obligés de faire dans l'église catholique, les mariages que vous êtes obligés de faire, la communion que vous devez stopper de prendre lorsque vous mettez en concubinage. Voilà, concubinage. Le divorce que l'église catholique ne célèbre pas. Au moins, ça, je connais ça. Donc, je peux parler d'autres religions aussi. L'interdit de tel aliment qu'on ne peut pas prendre. Tout c'est la liberté réduite de l'humain. C'est aussi ça. C'est aussi ça.
Alors on va me dire non, c'est pas si contraignant. Mais qui vous dit que c'est pas si contraignant? Il ne faudra pas s'entendre. Donc, le chef de l'État, qui a une vision, qui est un entrepreneur, qui a ses entreprises, qui les dirige de manière cartésienne, hein, ou scientifique, et qui prend un État, et qui raisonne cartésien, qui raisonne scientifique, oui. Il est obligé d'aller à son modèle. Quand il dit on a dérégulé, il n'a pas dit que l'humain n'était pas au cœur de son action. Mais la réduction des grèves profite à qui? C'est aux humains. C'est la manière de le faire. Il n'y a pas de manière. Mais il vante le mérite de son système. D'un système qui a produit ses effets. Mais comment voulez-vous qu'on ne puisse pas? Mais qui va lui vendre ça? Ce n'est pas lui. Lui-même. Finalement. Donc, Diou n'a pas créé ce système. Il n'a pas à le vendre. Il n'a pas à s'en vanter. Donc, c'est logique que lui qui a à dire. Mais le chef d'État qui a créé le système. Un système qui atteint des résultats que tout le monde aurait aimé atteindre. Mais qui est malheureux lorsque l'école fonctionne? Je vous ai dit aujourd'hui, et ce n'est pas moi, je n'ai pas besoin de le dire, l'école publique a repris de la valeur. Pourquoi? Parce que les enseignants sont maintenus. Parce que la grève n'est plus la première arme de lutte. Parce qu'on ne confisque plus les copies. Parce qu'on ne tente pas de rattraper une année scolaire érodée par des semaines. On ne décompte plus avec des doigts plusieurs fois le nombre de semaines qu'on a déjà fait. On passe des années normales. Comment ne voulez-vous pas qu'on puisse s'en vanter devant des industriels? Mais ce n'est pas l'autre qui viendra faire votre bonheur à votre place. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Non? Pourquoi voulez-vous que le chef d'État ne s'en vante pas? Parce que ce n'est pas beau à dire à l'extérieur, à l'interne, on l'accepte assez, bon pas facilement, mais assez difficilement, mais révélé à la face du monde. J'ai surpris l'auditoire heureux. C'est-à-dire les gens ont ovationné le chef d'État quand il parlait, à plusieurs reprises. Je ne sais pas, ce qui n'est pas beau là, c'est pas beau pour qui? Regardez encore les images, le président a été ovationné plusieurs fois quand il vantait son système. Le système qu'il a créé, le système que d'autres n'ont pas pu créer. On a fait plein de rhétorique, plein d'études, plein de lois, plein de rapports, plein de séminaires, sans jamais atteindre ce niveau. Et lui, en quelques mois de gouvernement, il a résisté. Les gens lui ont mis les mêmes pressions, voulant atteindre les mêmes résultats qu'ils avaient eu avec le président Yahi, qui a beaucoup cédé, mais qui a été mal récompensé. Et donc, il a démontré, lui, il est un chef d'entreprise. Et il a vu les secteurs qui n'ont pas besoin de faire la grève. En 2013, le président Yahi voulait faire la même chose. Il n'a pas réussi au niveau du secteur de la magistrature. Mais vous savez combien de personnes sont en prison et qui méritent que, même ces vacances judiciaires, on nuit parfois à des intérêts. Et pourtant, les magistrats et tous les corps associés méritent de se reposer. On a besoin de reprendre des forces. Mais ces vacances, mais quand il y a vacances, mais ces vacances des sujets, c'est des gens qui sont en prison, c'est des gens qui sont en contrôle judiciaire. Donc, ça n'avance personne. Et c'est leur droit d'être en vacances. Absolument. Mais et quand ils sont en grève illimitée, 3 jours de grève par semaine, les casiers judiciaires. Bon, aujourd'hui, beaucoup de choses sont en ligne, d'accord. Mais quand même. Donc, c'est vous dire que quand on dit l'humain, mais l'humain est au cœur de l'action du chef de l'État. L'humain est au cœur. La question de savoir qui est l'humain, c'est l'individu ou le groupe. Mais le groupe est le groupe c'est composite. Le groupe c'est un humain plus un humain plus un humain fois n. Donc, alors les gens disent non, ce qu'ils disent là est indécent parce qu'il aurait dû promouvoir un humain, l'unique, un. Et lui, il dit, moi, je promets 1 plus 1 plus 1 plus 1 fois n. Alors, qui dit quand même, d'accord, on quitte l'unique, on va à la multitude. La multitude, c'est quoi? C'est l'assemblage de l'unicité, de l'unique. C'est un individu, plus un individu, plus un individu, plus un individu. C'est ça qui donne. Donc, il faudrait bien qu'on sache de quoi nous parlons. Moi, j'estime que le chef de l'État a vendu un système qui marche et qui produit des résultats. L'école publique est valorisée aujourd'hui. L'hôpital
évolue, d'ici à là, on aura peut-être des services de qualité avec des recrutements, avec de nouveaux centres. Aujourd'hui, la qualification entre clientèle privée et fonctionnariat dans le secteur de la santé ouvre les chantiers. C'est sûr que tout n'est pas réglé. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. C'est sûr que ce n'est pas encore le cas. Mais quand même, nous devons tous applaudir comme l'auditoire. Pas tous. Il y aura toujours certains qui vont... Je dis, si l'auditoire a applaudi, non, tous peuvent applaudir. On ne dit pas d'appartenir à l'UP ou BR, le chef de l'État. Mais applaudir veut dire, ça là, c'est bon. Et je ne sais pas. On verra peut-être les détails après, mais... Ça là, c'est bon. Dans le général... Quand le fond dit que j'ai quintor, il n'y pas. Donc, si le quintor, quand même, porte est bien habillé, dit au moins quand même que c'est beau. L'esthétique, il n'y a aucun regard qui s'offusque de l'esthétique. Même si l'esthétique est portée par ton ennemi. Reconnais d'abord ça avant de dire bon, mais le mais viendra après. Mais il est important aussi. Oui, il est quand même important. Je suis d'accord que le mais est important. Mais nous avons dit donc ça veut dire que ton regard est un mauvais regard. Parce que tu as un regard plutôt parcellaire. Un regard partisan, trop sectaire, un regard qui était personnel. Or, là, quand on parle d'un État, on ne peut pas parler d'individu. C'est parce que l'État, c'est une somme d'individus avec les contradictions, avec les complémentarités. Et je pense que le modèle béninois est un modèle aujourd'hui, non seulement à valoriser, mais à pérenniser et à exporter. Et c'est pour ça que j'estime que Alain Diou, oui, il est FCBE, mais je vous l'ai dit au départ qu'il peut être aussi... Il est compatible. Il se retrouve, voilà. Parce que je le vois vanter ce mérite ailleurs, il trouvera les mots pour le dire. Parce que c'est du bon. C'est-à-dire que on ne peut que vanter ça. Voilà qui a dit Agapit Napoléon Mafourican, parlant de l'Alain Aliou, la FCBE, il a dit la FCBE sera dans les starting blocks pour le 8 janvier. Il n'a plus de doute là-dessus. La majorité de l'opposition vient donc peut-être avec des attributs de victimes ou d'alternatives à proposer par rapport à la gouvernance actuelle. Mais pendant ce temps, le mercateur actuel au sein de la mouvance n'a pratiquement plus de frein. 2 députés du BR ont démissionné ce samedi pour rejoindre l'Union progressiste de renouveau. Dans leur lettre de démission, ils ont affirmé suivre peut-être le leader, Jean-Michel Abimbola, qui est désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau. N'est-ce pas malsain, excusez l'expression, peut-être je le mets entre griffes, n'est-ce pas malsain ce qui se passe entre ces 2 grands blocs de la majorité? Bon, je ne sais pas si c'est malsain, mais c'est dynamique. Je vous l'ai dit, c'est une dynamique qui va se poursuivre encore même sur 10 ans, même au-delà. On est en une phase transitoire. Les anciens partis n'ont pas encore totalement disparu. Ils sont dans nos esprits. Nous venons de partir ensemble. Moi, je suis un ancien des partis dans la chaîne. Oui, vous le dites souvent. Je peux retrouver les miens. On va parler un peu de partir ensemble, de ce qui nous réunit, nous, dans notre petit groupe. Les gens de la RB vont parler de ce qui les réunit. Vous voyez, le PRD a négocié. Mais ils se retrouvent toujours, ils se sentent encore PRD. Ne leur dites pas qu'ils ne sont pas PRD. Il faut dire, non, nous sommes PRD, UP. Non, nous sommes UP le renouveau, PRD. Les gens de l'UDBN, ils ont quitté le BR. En disant, nous on est UDBN, alors qu'ils savaient que ce n'était pas possible. De rester, d'être ou ne pas être. Tout ça, c'est pour le temps. Mais est-ce que c'est un scénario ou bien c'est ce qui est vraiment attendu de cette réforme du système? On ne peut pas ne pas passer par là. Parce que, vous voyez, vous parlez des hommes avec leurs intérêts. La politique, c'est les intérêts partisans. C'est vos intérêts d'abord. On dit, mais les partis politiques concourent à l'animation de la vie politique nationale. Un parti politique, on m'a appris en cours de droit, et après, en sciences politiques, le parti politique va à la conquête du pouvoir et à l'exercice du pouvoir d'État. Mais la conquête du pouvoir n'est pas œuvre facile. Tout est difficile. Mais regardez l'histoire du monde entier. Conquérir le pouvoir, on n'est pas un peuple comme en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne nous offre une image pathétique d'une monarchie
structuré et sans test. Mais avec des codes. Voilà. Parce que autant on m'a appris que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution. Mais la Grande-Bretagne a plusieurs usages. Et j'ai vu, j'ai eu ma chance de vie. Sans doute, combien de personnes n'ont pas rêvé voir la passation de charges, enfin, le changement à la tête de la monarchie, de la couronne britannique. Hein? La reine a vécu. Vive le roi, a-t-on dit. Et God save the king désormais, a-t-on dit également. Ce n'est plus the queen. Mais le plaisir que moi j'ai eu hier et samedi à suivre l'investiture, on peut le dire, du roi Charles III, m'a montré que, oui, la Grande-Bretagne n'a pas sans doute de constitution, mais a des conventions. Et la convention qui installe le roi a été lue 2 fois, à 2 endroits différents. J'ai vu l'évêque anglican, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a accompagné. J'ai vu, c'est toute une structure. C'est un mécanisme huilé, bâti, construit. Aussitôt la reine décédée, son prince régnant, le prince de Galles en même temps, devient le roi. Et l'autre qui était prince, je ne sais pas, de Canterbury ou quoi, devient prince de Galles en même temps et son épouse. C'est une structure. Oui, c'est un protocole qui a été organisé depuis des années, mis en place depuis des années. Chez nous, c'est en cours. Dans 100 ans, dans 200 ans, peut-être. Pour la vie, ce n'est pas vous et moi. Ce n'est pas nos petites années. 70, 80, 90, peut-être. 96, comme la reine. Ou 65, par exemple. Donc, qui sait? Qui sait? Donc, notre petite vie-là ne peut pas réglementer la vie de l'État. L'État est trop sérieux pour que nous regardions nos petites décennies comme le seuil. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons peut-être la malchance. Ou la chance, et moi j'ai la chance d'être en début d'un système, d'un nouveau mécanisme, d'une révolution comportementale, d'un changement de comportement, de paradigme, comme on le dit, mais qui ne peut pas être mécanique. Les habitudes sont encore là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir de la retenue quand non, on est dans un système justement? On parle des hommes. S'il y avait la retenue, on ne serait pas obligé de venir. Regardez comment le système bâti a été bâti. Les gens n'ont pas été aux élections. Parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent faire pression. Ils n'ont pas été aux élections. Ils ont misé sur ça. Ah non, la loi n'a pas prévu. Ils ont dit tout ça. Ils ont écrit à Donald Trump, enfin à Joe Biden après. Ils ont écrit à Hollande, après à Macron. Ils ont écrit à tout le monde entier. Je me demande s'ils n'ont pas écrit au pape François aussi. Ils ont eu peut-être des limites. Après. Donc, il écrit à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est toi qui écris à des maintenant à ces partis-là. Ils ont compris que ce n'est plus possible à eux. Donc, nous avançons. Les petits pas qu'on fait, vous ne les voyez pas. Mais c'est des grands pas. C'est des grands. Mais quelle est l'image que cela projette à Gapit? Aucune. Et ça, c'est l'image. Une bonne image. Et ce sont des gens qui sont dans un même ensemble. Est-ce que l'électorat à conquérir peut-être ne devait pas être peut-être les indécis et non ceux qui sont dans un même système auquel nous appartenons tous? Angèle, on ne peut faire son marché que sur l'État, ce qui est étalé. Si rien n'est étalé, comment vous voulez faire votre marché? Quand vous êtes sur votre marché, vous ne voyez rien. Comment vous pouvez vous dire, je vais acheter? Vous ne lisez pas. L'indécis est où? Derrière moi, il se place plus d'une centaine de personnes. Je n'ai même pas besoin de parler. Je n'ai même pas besoin de dire suivez-moi. Derrière vous, se place un certain nombre de personnes. Derrière notre cadreur qui est là, se place un certain nombre de personnes. Derrière celui qui réalise cette émission, Nestor, se place un certain nombre de personnes, et ainsi de suite. Donc, que ce soit moi, vous, notre doyen Loyon qui prend les images, de Nestor qui est à la réalisation, ou je ne sais pas, c'est Lucrèce qui est au son et à l'infographie. Quand vous prenez tout ce monde, derrière chacun, il y a du monde. C'est sûr, au moins 2 personnes. Au moins votre mari et votre enfant. Au moins votre papa et votre maman. Au moins votre grand-mère. Il y a tout quelqu'un. Et ainsi de suite. Donc, tout ce monde-là vous incite ou vous suit.
Lorsque les gens disent, nous suivons Abimbola, mais ça c'est le groupe d'Abimbola. Donc, qui est le leader? Il bouge, les autres bougent. Mais partout, c'est comme ça. Quand vous regardez la politique en France ou aux États-Unis, quand on dit telle personne, on dit proche d'eux. Telle personne, on dit proche d'eux. Donc, lorsque la personne prend du recul, soit ses proches se repositionnent ou le suivent. Oui. Ce n'est pas statique. Donc, en décembre 2018, on a eu la création des partis. Personne n'y croyait. Le chef d'État a relevé ce défi. Mais c'est une révolution. Les gens sont allés parfois sans savoir où ils allaient. C'est un peu, bon, alors, on va obéir, il y a 2 blocs. Bon, moi je vais là-bas, non, moi je vais, à moi, mon ami est ici. Et puis après, on se rend compte que non, on n'est pas à l'aise là. Mais ce qui est intéressant, quand les gens quittent le navire BR, d'autres entrent dedans. Notre confrère Dictel, là, est allé. Aujourd'hui au BR. J'ai lu que Fred Rouenou va au BR. Oui. Ça veut dire que le BR reçoit également du monde. Peut-être que c'est moins fantasque. C'est moins médiatisé peut-être. Je ne sais pas. Mais l'UP et le BR, c'est 2 systèmes différents. Je l'ai toujours dit. 2 partis différents, oui, mais du même système. Non, c'est 2 systèmes différents. C'est 2 partis différents, 2 gouvernances différentes, 2 tempéraments différents. Donc, 2 systèmes différents. Ce n'est pas la même chose. Quand vous les voyez dans la structuration, c'est pas, moi je l'ai toujours dit. Donc, et l'UP restructuré, avec devenant le renouveau, oui, est encore totalement différent du BR. Mais le BR existe. Oui. Le BR existe à son monde. Donc, qui est mercato entre les forces politiques? Il n'y a pas de souci encore. Moi, j'estime qu'on est encore dans le timing. Écoutez-moi, lorsque en 2026, il y aura l'élection générale, de 2026 à 2028, le gars qui crée son parti là, pour faire quoi? Il a des moyens pour animer la vie politique. Ça, c'est peut-être... Si le parti est bien structuré, travaille, il n'y aura aucun mercato entre 2026, 2028, 2030. 2028. Après, comme il y aura des élections générales en 2031, entre 2029 et 2031, il y aura du mouvement, de l'agitation. Ceux qui sont frustrés, ceux qui ont entendu des nominations, ceux qui ont entendu des positionnements, ici et là, et qui ne l'ont pas eu, vont se dire, ah, nous on n'est pas à l'aise ici, on peut. Et c'est les hommes. Jusqu'à ce que, je mets ça en plus, la race de notre génération. Hein, notre génération, le phénotype ou le génotype, je ne sais pas comment il faut le dire. Le génotype de notre génération hein, va disparaître et progressivement naîtra une nouvelle génération de militants authentiques d'eux. Ce ne sont plus des partis, des gens qui ont quitté les partis politiques, mais ce sont des militants authentiques d'eux. Ces militants authentiques ne partiront plus nulle part comme ça. Il y aura moins de mercato, mais il faut du temps. Il faut donner du temps, c'est 10, 20, 30 ans. Donc, parce que vous et moi, voyons cette période rêvée de stabilité constante ou assez durable. Tu croises les doigts, on peut espérer? Non, nous le disons, ce que nous disons va résister au temps, même si nous on est mortels, mais ce que nous disons résistera au temps, parce que c'est ça aussi le temps. Donc, il y aura le moment où ça va être stable, parce que les gens deviendront les membres authentiques de l'UP le renouveau, ou ce qui sera deviendrait, du BR, ou ce qui sera deviendrait. Mais ce ne serait plus les transfuges de la mise ensemble du Parti national ensemble, du PRD, des gens qui se combattaient avant. Aujourd'hui, à l'UP le renouveau, vous avez les gens du PSD, les gens du PRD par exemple. Mais ils ne s'entendaient pas. Et ça s'est vu, par exemple, à l'Union fait la nation. Mais ils sont encore ensemble. Vous ne verrez plus ensemble. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui ont quitté le PRD avant, qui étaient UP, maintenant accueillir l'UP le renouveau, le PRD, l'UP le renouveau, ils sont tous là. Tout ça là va se stabiliser. Parce que cette génération aurait disparu. Il n'aurait plus ce conglomérat de 200, 300 partis fusionnés. Non, ils vont oublier qui est PRD, qui est AB, qui est PSD, qui est MAP. Parce qu'il y aura les membres authentiques du BR, les membres authentiques de l'UP, les membres authentiques de FCBE. Je tiens aux 3 partis qui ont été aux élections et qui ont des candidats, et qui ont des militants, qui ont des élus.
On n'y a plus ça. Voilà l'évolution. Je ne sais pas si vous et moi, on aura la chance d'y être, mais vous verrez déjà que dans 5-10 ans, ça va déjà évoluer positivement. Si entre l'UP et le BR, ou l'UP, le Renouveau et le BR, on peut peut-être l'accepter, que dites-vous alors de ces accointances ou de ces négociations de la DUD quand même, de Valentin Roudet avec l'Union progressiste, le Renouveau? Aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement terminé. On a entendu Dr Arlonsou parler de processus en cours, que dès que ce sera finalisé, eh bien, on aura les annonces. Est-ce que c'est normal qu'un parti d'opposition dont on connaît la verve, se rallie comme ça à un parti de la mouvance Agapit Tapo? Mais pourquoi pas? Là, on ne comprend plus rien. Non, vous allez comprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, les gens font le forcing. D'abord, ils n'y ont pas cru. Au départ, Première oui. chose. Beaucoup de personnes n'y ont pas cru. Et ça a eu lieu en 2018. Les gens sont allés aux élections, on dit on va bloquer. Il ne peut pas avoir des élections. J'ai entendu Laurent Delors, on dit il n'y aura jamais élection sans l'opposition. Je ne sais pas là où il est. J'aurais bien aimé qu'on Dans le LNA, voilà. La nouvelle alliance. J'ai entendu des gens dire ça. Il n'y en aura pas. Et pas que lui. Il y en a eu. Parce que les gens pensent qu'ils ont un titre foncier d'élection. Que sans eux, il n'y aura pas élection. Et pourtant, il y a eu. On a entendu, même au sein du DUD, des choses. On a vu. On a vu. On a entendu. Il y a eu front. De quoi Lors de la présidentielle, je voilà, front de résistance, front de la démocratie, des trucs, FRD, non, front de défense, front de... Tout ça a été créé. Mais ça n'a pas arrêté le mouvement. Donc, les gens se rendent compte qu'en politique, rien n'est statique. Oui. Même dans la vie. La dialectique matérialiste vous dira que tout bouge, tout est dynamique, rien n'est statique. Et c'est exactement ça. Nous sommes dans cette dialectique. La première méthode n'a pas fonctionné. Là, je dis, ce mouvement-là est irréversible. Où nous situons-nous? Voilà les démocrates qui auraient pu être peut-être le cœur ou le centre de tout ça, ne s'ouvrent pas ou ne se décident pas. Bon, à une position. Exactement. Donc, Valentin Roudet sont partis. Qui était déjà dans les négociations de départ avec le BR. N'oubliez pas. Les premiers qui discutent avec le BR, c'était Biotchane, Valentin Roudet, Claudine Prudencio et le PRD. Oui. Donc, ce n'est pas la première fois. Valentin Roudet n'est pas si incompatible avec le pouvoir. Donc on prend des positions en fait parce que simplement le système ne nous plaît pas. Non, il était déjà dans les premières négociations. Après. Et après, bon, peut-être qu'il n'a pas aimé la manière dont, peut-être qu'il voudrait autre chose qu'il n'a pas pu avoir. Il a pris du recul. Et puisqu'il pensait que ce n'était pas la manière. Et comme pendant longtemps, quand on voit que ce n'est pas la manière, on force. On fait même grève de faim ailleurs. Et quand vous faites grève de faim, on vous laisse mourir. On va dire que ce n'est pas humain. Mais est-ce qu'on doit forcer quelqu'un à manger? Voilà la question. C'est un besoin normal. On pouvoir satisfaire. Si on s'abstient... le mérite de l'autre, c'est de mettre le manger à votre disposition. Si vous ne mangez pas, c'est votre problème. C'est une pression de ne pas... Je fais grève de faim. C'est des moyens de pression, comme on le dit. Mais si vous fléchissez, c'est là qu'on voit effectivement où est le curseur. Et comme il dit Patrice Talon, qu'il y a des entreprises, c'est que quand on veut parfois avancer, et le chirurgien vous le dira, mieux que l'entrepreneur peut-être, que lorsqu'il y a une pathologie qui mérite qu'on sectionne, lui il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'état d'esprit, il n'a pas d'état d'âme. Lui, c'est la fin qui justifie les moyens. Il met les moyens qu'il faut et aboutit à son résultat. On va dire, ça va faire mal. Ah non, on ne peut pas, jamais on ne peut pas. Mais comment il va vivre si on lui coupe? Comment il va vivre? Mais on dit, mais c'est ça ou c'est rien. La mort. Et comme je dis, moi j'ai gardé toujours une idée. J'ai gardé un truc de ces gens-là, de cette manière de faire. C'est la question de la banque commerciale du Bénin, au début donc du renouveau démocratique, en 90, où la BCB, qui était la banque centrale unique de PAPB à l'époque, était totalement banqueroute. C'est même l'une des raisons de la faillite. Quand le président Segoulo est devenu Premier ministre, la conférence nationale n'a pas dit de liquider la BCB. A demandé qu'on la restructure. Donc, des gens sont arrivés, je pense qu'il y avait des Français, Rabat 2, c'est de la Banque de France, de Crédit Lyonnais, je ne me rappelle pas. Ils ont fait le plan de restructuration.
Les gens devraient aller, on doit se débarrasser d'un certain nombre enfin, se débarrasser, peut-être que on doit libérer, radier ou bien licencier un certain nombre d'agents. Mais les gens disent pas question. Pas question. Et le président Songolo s'est offusqué une fois dans l'une des conférences de presse à l'époque. Je vous dis, mais on a voulu restructurer, on dit pas question, pas question, pas question. Et donc, du coup, la banque est morte. Parce que on dit, ou c'est tout le monde, ou c'est rien. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, donc, à un moment donné, les moyens de pression, quand ça n'a pas payé, et que le mouvement devient irréversible, les gens se ravisent. Donc, en revenant à 2UD, oui. 2UD a tout tenté. A tenté le front de restitution de la démocratie. Ça n'a pas fonctionné. Bon, maintenant, quand c'est dynamique, il fait le point. Il se rend compte quoi? Du côté de l'opposition, qui on est? Que faisons-nous? Pourquoi nous mettre ensemble? Certainement pas. Alors, est-ce que je suis totalement majorité compatible ou incompatible? Mais ils étaient quand même au départ avec le PR. En fait, dans les échanges. Oui. Donc, qu'ils négocient aujourd'hui avec l'UP, il n'y a pas encore un problème. Ils s'entendront. Entre l'UP et le PR, ils s'entendront sur. Entre l'UP, le renouveau et 2UD, ils s'entendront sur les mécanismes. Si ce n'est pas encore allé à la fin, c'est sûr que ça se discute. Donc, pour moi, je ne vois pas encore où se trouve le problème. Allez en dire. Bon, certains parlent d'éthique. Bon, est-ce qu'il y a encore d'éthique en politique? Reste à savoir. Il y a une éthique. Mais ce n'est pas à l'autre de vous rappeler l'éthique en éthique. L'éthique est personnelle. C'est d'abord ça le principe. L'éthique est personnelle. Sinon, ça devient la loi. Ça devient un règlement. Si ça, on doit l'imposer, ça devient réglementaire. Les confessions religieuses, les ordres nous parlent d'éthique. Là, c'est un autre problème. On est allé à la confession religieuse librement. On peut s'en défaire également librement. Mais la loi, ce n'est pas librement. La loi s'impose à vous. Les règlements s'imposent à vous. Bien sûr. Donc, l'éthique, on ne peut pas vous imposer l'éthique. Vous êtes maître de votre morale. Tant que ce n'est pas la loi, vous êtes maître de votre morale. Donc, c'est à vous de juger le comportement que vous voulez avoir, vertueux ou pas. Tant que ça ne heurte pas la loi. Tous les moyens sont bons. Ou les règlements, vous êtes maître de votre morale. Donc, nul n'a à en apprendre à l'autre. Donc, tous les moyens sont bons, comme je le disais, pour atteindre peut-être ces objectifs politiques. La politique, c'est l'art de tout. Ça mène à tout. Tout mène à la politique. L'essentiel est que vous ayez. Vous voyez, l'éthique, c'est quoi? C'est derrière le relent de votre éducation. Dans notre corporation de journalistes, par exemple, on a le code de déontologie. Bien sûr. On n'a pas un code d'éthique. Beaucoup disent code d'éthique et de déontologie. Non, on a un code de déontologie. La déontologie professionnelle, c'est comme des règlements. Il y a quelques articles qui font appel à l'éthique, plus ou moins. L'éthique est personnelle. L'éthique est personnelle. Quand on dit que le journaliste ne publie que ce dont il est sûr, le moins doute lui-même a plus de circonscription, c'est de la déontologie. Quand on dit que le journaliste, en dehors des rémunérations qui lui sont données par son employeur, le journaliste ne doit pas. C'est les règles professionnelles. Ça s'apparente à des notions réglementaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le code de déontologie est pratiquement désuet parce que l'essentiel de ces dispositions se sont retrouvées dans la loi 2015-7, portant code de l'information et de la communication. Donc, en clair, la déontologie, c'est les règles, l'éthique est personnelle. Mais je reviens encore pour dire, cette affaire de mercato dont vous parlez, que vous trouvez indécent, je pense qu'on va encore en aller. Vous savez ce qui va se passer? Non. Il y aura ces mouvements jusqu'au moment où les partis politiques vont déclarer les candidats. Et après, vous allez voir des réactions à l'interne, des frustrations. Vous allez voir peut-être des situations en tout. Mais ceux qui vont le feront dans l'optique de 2026. 2023 et 2026 sont tellement proches. Et 2023 détermine 2026 qui, lui, lance un processus durable. Donc, c'est logique ce qui se passe. Les gens, ils voient loin, ils calculent. En fait, c'est le moment pour pouvoir... C'est le moment, exactement. C'est pour ça que c'est récurrent. Ça ne doit pas choquer. Bien au contraire, ça doit montrer le bien fondé de la réforme. C'est maintenant que le système partisan, la réforme est dynamique. Regardez, le père, ça existe encore, ça a disparu. Non, fini, le PRD, ça existe encore, ça a disparu. Quoi encore? Donc, progressivement, donc ça fait déjà 2 partis en moins. Oui.
les LNA, tout ça là, on verra ce que ça va devenir. C'est un coup de téléchargement, comme le disent les gens. Bientôt, j'espère que, j'ai même lu que quelqu'un, enfin, j'ai lu, hein, qu'il a retiré en discussion avec le l'UP. J'ai lu. On l'a tous lu. J'ai lu. On l'a tous lu. Je ne sais pas si c'est vrai, donc je fais amende, donc je ne sais pas si c'est vrai. J'ai lu. Alors, donc, tous les partis vont disparaître progressivement. Et c'est ça qui donne raison à ceux qui ont fait ce travail-là. Et c'est là on doit célébrer le président Talon. C'est justement ce géniteur-là, il doit être en train de On doit le célébrer. Et on refuse qu'il puisse vanter son... vanter le succès de son... Si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Quand nous on le fait, on va dire, ils l'ont payé, ils sont payés pour le faire, ou bien voilà, ils cherchent poste, tout ça. Non. C'est un plaisir de reconnaître que l'autre a réussi. Surtout quand vous êtes orateur de ces choses-là, et que vous les vivez. Moi, je dis, j'ai un plaisir à dire l'autre. Mais c'est un succès. Le président doit se réjouir. Toi, je ne sais pas, tu dois jouir de ça. Tu dois en être heureux. Fier d'avoir conduit notre pays. Et les Béninois qui sont épris de la chose doivent en être fiers. De vivre ça de leur temps. Que c'est pas si impossible. Que ici, c'est le Bénin qu'on disait, ne devrait pas se dire dans la négativité. Et donc, que la béninoiserie peut être positive. Comme disait le chef d'État lui-même. La béninoiserie peut être béninoiserie. Bon, c'est vrai quand il jury. Oui, une connotation négative quand même. Mais ça peut être le génie du Bénin. On peut transformer la béninoiserie en le génie du Bénin. C'est-à-dire que, oui, notre génie. Mathieu Kérékou a dit, nous étonnerons toujours le monde. Le Bénin va toujours étonner. Il a dit ça en 90 à la Convention nationale. Donc quand nous avons dit la révolution, les gens nous ont compté. Ils nous ont copié. Aujourd'hui, nous disons de renouveau démocratique. Ils vont nous copier. Et dire, nous allons toujours étonner le monde. C'est ça. Et quand on dit, il faut transformer le péché, on a dit, il ne faut pas qu'on voit tout en négativité. C'est qu'il faut qu'on nous transformions la béninoiserie en le génie du Bénin. Le génie du Bénin, c'est qu'une révolution se fasse sans effusion de sang, sans changement de régime, sans changement de constitution, et que la révolution ne soit pas décrétée, mais qu'elle se construise pas à pas, mentalement, psychologiquement et matériellement. C'est inouï ce qui se passe. Et quand on n'a pas besoin d'être payé pour le dire, on est fier de le dire, parce qu'on sait analyser les choses, parce qu'on a vécu les choses depuis plus de 40 ans, plus de 30 ans, plus de 20 ans, plus de 10 ans. Et on en a vu d'autres. C'est cela qu'il faut saluer. Et c'est ça le génie du Bénin. Et c'est cela le génie de Patrice Talon. Voilà qui est dit pour le chapitre politique. Peut-être la semaine à venir, on verra comment l'actualité politique évoluera. Le temps pour nous, Agapit Napoléon Baforican, d'aborder pendant 10 minutes cette rencontre gouvernement-syndicat. La Commission nationale de concertation et de négociation gouvernement-syndicat a tenu une session extraordinaire cette semaine, précisément jeudi, pour préparer la rentrée. À la sortie de cette session, on a appris qu'une avance sur salaire d'1 mois sera accordée aux aspirants au métier de l'enseignement. Question, y a-t-il matière à se réjouir, d'autant plus que ce n'est pas un 13e mois pour les Écoutez, pour moi, je n'ai pas vu des syndicalistes s'en offusquer. Au contraire, je n'ai lu que des éloges, que des messages de satisfaction. Sans doute que tout n'est pas encore donné. C'est un gros pas. Avance sur salaire, c'est une avance. Ça règle on rembourse quand même. Comme je le dis, c'est pas le 13e mois. Pour le moment, ils prennent d'abord ça. Et la lutte continue. Voilà, alors les responsables syndicaux se sont plutôt un peu offusqués de l'ordre du jour de cette session. Ils ont tous déploré la manière. On n'a parlé que de l'éducation. Oui, de la rentrée, qu'il n'y a pas que la rentrée qui soit une question urgente. Il y a d'autres revendications. Depuis 2016, je pense bien, c'est presque comme si les travailleurs sont les parents pauvres de la République. Il n'y a pas d'urgence chez eux, en réalité. Et chez vous, il n'y a pas d'urgence? Il y a forcément d'urgence. Donc il y a d'urgence partout. Et l'État doit s'occuper de tout le monde à la fois. Le monde n'est pas fait que des fonctionnaires. Mes parents étaient fonctionnaires. Donc je ne peux pas, je ne médis pas des fonctionnaires. Mais le monde n'est pas fait que des fonctionnaires. Le monde est fait d'autres salariés. Le monde est fait des terriens. Le monde est fait des gens qui vont aller, des populations lacustres qui ont des problèmes. Le monde est fait des gens qui sont dans les forêts, les faunes, la flore. Donc ils gênent tout ça.
Le monde est fait Vous voulez vous en venir, le monde Agapit est Napoléon donc, Mafoika. l'État doit s'occuper pour le moment, la rentrée. Qui n'est pas concerné par la rentrée? Une rentrée politique, dira Non, Kassamampo. non, enfin, Kassamampo, peut-être que ses enfants... Enfin, non. Sans doute, il est parent d'élèves. J'estime que Kassamampo est parent d'élèves. Et qu'il est concerné par la rentrée. Bon, peut-être que lui... les AME ne le concernent pas, peut-être, je ne sais pas. Mais il défend la cause aussi. Bah alors, s'il défend la cause, il doit être heureux, il doit être heureux déjà qu'il y ait eu ça. C'est peut-être pas suffisant. Moi, je dis toujours, il y a tellement à faire. Et tout est tellement urgent. Et tout le monde pense que son problème est tellement le problème qu'on doit saluer le gouvernement qui fait de son mieux pour s'occuper de tout à la fois. Je vous ai parlé d'une révolution qui est à la fois mentale, psychologique, morale, spirituelle, avant d'être physique, réelle, matérielle. C'est ça qui se passe depuis 2006. L'État s'occupe de tout à la fois. C'est son devoir. C'est exactement. Donc du coup, laissons-le travailler. Ceux qui ont des idées, si les syndicats, il y a un conseil national donc de négociation, la structure d'échange. Peut-être qu'il faut que les centrales syndicales travaillent à ce que ce conseil soit peut-être plus dynamique, se retrouve plus régulièrement. C'est leur désir, le souhait. Voilà, c'est le souhait. Il faut qu'ils trouvent le mécanisme. Et que les autorités politiques aussi les écoutent, sans doute. Donc, mais vous savez, le lobbying, on ne sait pas encore utiliser. C'est une arme. C'est un mécanisme de gestion. Mais l'arme, ce n'est que de dénoncer. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Vous savez, il y a les lobbyistes, parfois dans les cités. Il y a des gens qui ont des forces d'aller faire, de convaincre. Il y a des gens qui jouent les bons offices. Il y a plein de... Nous n'avons pas développé... Vous voyez, la société civile, ça devrait être son rôle, mais parfois, elle s'érige en gouvernant, en juge. On les voit presque. Et la société civile, ce n'est pas son rôle de juger. C'est son rôle d'intermédiaire, de faire de l'intermédiation, de jouer parfois aux bons offices, de concilier, de rassembler, de faire du lobby lorsque la cause est juste. La dénonciation, ça ne se gère pas. Vous dénoncez quelqu'un qui peut-être demain voulait vous prendre. Et vous choisissez mal le terme, vous dénoncez. La personne va passer à autre chose. Parce que non plus. Donc, pour moi, c'est sûr que le dialogue syndical doit s'installer de manière permanente. Le gouvernement en est conscient. Le cadre qui est créé l'a dit clairement au moment où ça s'est créé. Si je savais qu'on devait en parler, j'aurais pu lire un peu. Le cadre a été clair quand ça s'est créé et ça a été justifié. Pourquoi on a quitté le Conseil national du dialogue social pour en venir à là. Ça a été expliqué. Donc, si ce n'est pas encore pris, je pense qu'il doit y avoir des questions à régler. Il appartient aux centrales syndicales d'aller vers qui de droit, d'utiliser les armes de la négociation et de la gestion des relations syndicales, de relations de partenariat social. Donc, utiliser tous les moyens de l'ombre. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Avant qu'il y ait une séance. On serve votre sauce, vous savez. Il faut que quelqu'un a su concevoir le menu, a su les mettre ensemble. Donc, tout ça se fait derrière, côté jardin. Et donc, à analyser les mécanismes côté jardin, à mettre en œuvre pour pouvoir peut-être que la mayonnaise prenne. Et que également, peut-être que les ministres en charge de la question aussi analysent et peut-être essayent. N'attendent pas que quand il y a rentrée avant de chercher à voir. Si, la rentrée est utile. Ça, moi, je ne peux pas banaliser ce qui s'est fait. Pour moi, la rentrée, ce qui s'est fait est à saluer. Mais après la rentrée, la vie se poursuit et d'autres problèmes existent. Donc, il faut qu'ils trouvent le mécanisme pour rendre régulière, pérenne, fréquent ces rencontres et régler ces problèmes qui sont là. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Voilà, et c'est d'ailleurs le souhait des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. On va mettre un thème à ce décryptage sur cet aspect justement Agapit Napoléon Mafoika. Merci à vous. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis depuis 20 heures maintenant et passé, je vais dire, une très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.